Bonjour, bienvenue, on est le 11 février. Ce soir, je vais parler de 3 trucs. Non, la première chose, c'est les gels et les barres qu'on mange durant l'activité sportive. Il y a des études qui montrent qu'elles sont possiblement cancérigènes. Un article fun là-dessus. Donc je me suis dit que pour mettre une bonne ambiance, ça pouvait être sympa. Donc, sorti le 4 février, qui nous parle des gels, des barres et des boissons énergétiques, et qui sont évidemment des produits ultra transformés. Et si vous êtes amateur, amatrice de sport, vous avez sûrement des compléments alimentaires. Et c'est mon cas. Notre alimentation ayant énormément évolué sur les 30 ou 50 dernières années, aujourd'hui les causes de mortalité ont également beaucoup changé. Et c'est en partie dû aux aliments ultra transformés. Trêve de bazardage, je rentre un peu plus dans le détail. Le cancer frappe des patients de plus en plus jeunes en France, constate les médecins, le nombre de malades a presque doublé en 30 ans chez les moins de 50 ans, en victimes de cancers digestifs, de cancers colorectaux, de cancers de l'intestin grêle, du pancréas. Inquiets, les scientifiques s'interrogent sur les causes de cette explosion, mais selon certaines études américaines, la consommation d'aliments ultra transformés est associée au risque de cancer colique et une multitude de problèmes de santé. Les produits conçus pour les sportifs n'échappent pas à la règle malheureusement. Le point sur leurs avantages, leurs inconvénients et leurs alternatives. Et ça représente 30 à 35% des calories ingérées par les adultes. Alors évidemment tout ça c'est des moyennes, si c'est pas votre cas, si c'est moins que ça tant mieux pour vous. Si c'est plus, je vous conseille d'écouter la suite parce que c'est pas du tout anodin. D'ailleurs, il y a un rapport à ce sujet qui sort lui-même de l'Assemblée nationale, évidemment. Mais voilà, un petit résumé rapide. Le déséquilibre de l'alimentation est l'une des premières causes de l'épidémie de maladies chroniques constatées en France. Première cause, hein. Plus que le tabac, c'est plus que la pollution. C'est vraiment... Donc on parle pas d'un petit détail, avec des conséquences lourdes en termes de mortalité et de morbidité. Et 7,94 millions de décès dans le monde en 2019. Aujourd'hui, on a plus de chances de mourir dû à du surpoids que à de la famine, enfin un manque de calories. Très souvent, on a tendance à dire qu'il y a une partie du monde qui est sous-alimentée, ce qui est vrai, mais il y a surtout une partie du monde qui est suralimentée et surtout mal alimentée, avec des produits ultra transformés. Et évidemment, quand on parle de surpoids, de mauvaise alimentation, on parle des États-Unis en premier. Alors c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs que on peut pas faire mieux en France. Et donc difficile de ne pas s'interroger sur la part croissante des AUT et de l'augmentation vertigineuse des cancers digestifs, des cancers colorectaux de l'intestin. Et ce, malgré l'activité physique, puisque c'est pas forcément lié. Alors pour le coup, les sportifs en général, évidemment, ont des risques de développer des cancers qui sont statistiquement un peu plus faibles. Mais faire du sport n'empêche pas que des cancers puissent se développer, évidemment. Alors eux, ils font bien attention à la manière dont ils présentent les choses. La relation de cause à effet sur l'exposition n'est pas établie, mais des liens existent. De toute façon, dans tous les articles qui traitent de santé, sur le développement de cancer, c'est très souvent, on a ces genres de phrases en fait. On ne peut pas être complètement certain de ce qu'on raconte, mais on en est quand même quasiment sûr. En fait, le truc, c'est qu'à la différence du discours ambiant, où beaucoup de gens disent très fort des trucs qui ne sont pas forcément très vrais, CF, le président des États-Unis par exemple, ou des directeurs et présidents-directeurs de très grandes entreprises, les gens qui font de la science, ils font très 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 attention aux mots qu'ils emploient, et donc quand ils disent on est certain, c'est qu'il y a genre 100% de chance que le lien existe. À l'inverse, quand il y a écrit ce genre de phrase, c'est que il y a souvent plus de 90-95%. Ce lien existe. C'est la même chose dans les rapports du GIEC, par exemple. Ils ont un détail de quand ils utilisent des termes comme certain ou probable, et ben c'est associé à des pourcentages de probabilité. Et donc ils ne disent nous ne sommes certains que quand il y a absolument aucun doute. Voilà. Chaque conclusion se fonde sur une évaluation des éléments probants et de la concordance entre eux. En gros, c'est l'histoire du lien de cause à effet. 5 qualificatifs sont utilisés pour exprimer le degré de confiance, allant de très faible, faible, moyen, élevé et très élevé. Les qualificatifs ci-après indiquent la probabilité évaluée d'un résultat. Et donc quand ils écrivent quasiment certain, c'est une probabilité qui va de 99 à 100%. C'est pas la manière dont on s'exprime à l'oral. Donc quand on dit qu'on est quasiment certain, nous, dans le langage courant, c'est que bon, si on est à 70-80% de chance, c'est déjà bien, tu vois. Mais eux, ils sont vraiment entre 99 et 100%. Et quand ils disent c'est très probable, c'est quand même au-delà de 90%. Probable, c'est 66 à 100%. Et à peu près aussi probable qu'improbable, 33 à 66. Ensuite, improbable, c'est de 0 à 33. Très improbable,
c'est 0 à 10, et exceptionnellement improbable, c'est de 0 à 1. Donc voilà, c'est juste pour remettre un peu dans son contexte, quand ils disent des choses comme ça dans les... C'est pas du bullshit, quoi. Ça veut dire que ils ont fait des analyses un peu sérieuses derrière. Alors, pour revenir sur les boissons énergétiques, on sait certes que les 4 facteurs principaux restent le tabac, l'alcool, la sédentarité et le surpoids, mais pas que. Une étude récente menée par des chercheurs aux États-Unis a mis en évidence un lien préoccupant entre la consommation d'aliments ultra transformés, notamment ceux contenant des huiles ayant des effets inflammatoires, comme par exemple l'huile de tournesol, de pépins de raisin, de canola et de maïs, et le risque accru de cancer colorectal notamment. On va regarder vite fait là l'étude. Ah, ultra processed food may drive colorectal cancer risk. On l'a. Bon, en décembre 2024, le cancer colorectal, la deuxième cause principale de mort liée au cancer aux États-Unis, serait peut-être amenée par de la nourriture jusque dans nos assiettes. Outside dit: la plupart des athlètes d'endurance ont tendance à considérer les aliments comme du carburant et essaient donc d'éviter les aliments malsains. Mais lorsqu'il s'agit de gel, de gomme énergétique ou de boissons à base d'électrolytes, la tâche n'est pas aisée. Après tout, la plupart des aliments pour sportifs sont par définition des aliments ultra transformés. Qu'est-ce que cela signifie pour les athlètes? Faut-il revenir à l'époque où l'on mangeait des bananes lors des grandes sorties à vélo? C'est vrai pour les athlètes de haut niveau, mais de plus en plus pour les athlètes amateurs. Vous regarderez la prochaine fois peut-être que vous partez à une course. Enfin, en course à pied c'est très vrai, vélo je crois aussi, mais course à pied, trail, c'est vraiment de la folie. La quantité de gel que les gens ingurgitent, des gels, des pâtes de fruits, des compotes en tout genre. Ah mais d'ailleurs c'est très drôle. Petite anecdote, j'étais volontaire pour les Jeux Olympiques, plus exactement les Jeux Paralympiques. J'étais volontaire pour marathon, dernière épreuve du dernier jour, quelque chose comme 8 septembre 2024. Et donc les athlètes partaient de la Courneuve dans le 93 et avaient, je sais pas, quelque chose comme 2 heures pour se préparer. Donc là il y avait plusieurs départs puisque tous les athlètes participaient pas aux mêmes courses, déjà pour les différents genres, et puis il y a différents types de handicap. Les personnes en fauteuil, les personnes à mobilité réduite, les personnes avec des guides, enfin bon. Les Japonais en particulier, ils consommaient une quantité astronomique de boissons, mais vraiment, même dans un dessin animé, je pensais pas que ça puisse exister. Et je vais essayer de trouver. Et notamment une compote. Il y a vraiment une compote super énergie, je crois que je l'ai pas là, c'est donc. Et j'ai goûté parce que en fait le truc c'est qu'ils ont abandonné énormément de matériel et c'est vraiment une dinguerie comment le truc donnait pas du tout envie. C'est vraiment bien pire que ça, hein. Ça donne envie hein, comparé. Je la retrouve pas, c'est vraiment dommage. Faudrait que j'écrive du coup en japonais, mais bon. Anyway, je me moque hein, mais en vrai moi je m'entraîne quelque chose comme 6 à 10 fois par semaine. Et du coup, je me goinfre de ce genre de truc, quoi. Sans certains produits, j'avoue qu'il y a pas mal de séances que j'arriverai pas à passer. Donc, le club avec lequel je m'entraîne est plus ou moins sponsorisé par une marque de compléments alimentaires. Que moi, je prends souvent des gommes avant les entraînements. C'est des gommes énergétiques pour pas avoir le ventre trop plein. Non, je mange pas que des graines. Je prends une gomme avant. Je mets des pastilles dans ma boisson, des électrolytes pour avoir une bonne hydratation. Ça c'est vrai pour les moments où tu transpires beaucoup. Et souvent, en fait, après l'effort, ce qui est important, c'est d'avoir ce qui s'appelle une fenêtre glucidique, c'est-à-dire que dans les 30 minutes qui suivent un effort intense, le corps absorbe beaucoup plus facilement les glucides. Et donc, c'est dans ces moments-là où c'est le plus important de manger rapidement, surtout si on est en entraînement le lendemain. Et donc, moi, avant, c'est ce que je faisais, je prenais des gels avant l'effort. Et maintenant je les prends après, puisque les gels ont une grosse teneur en glucides, et par anticipation de l'entraînement du lendemain matin ou du lendemain midi, je prends un gel juste après l'entraînement. Et donc il n'y a pas cet effet de fatigue très intense juste après l'entraînement. Alors ce qui marche aussi, c'est de manger tout simplement un repas, mais moi je m'entraîne plus d'une demi-heure enfin à peu près une demi-heure, mais bon bref, pour éviter de perdre du temps tout simplement, je prends le gel directement après. Et je sens une vraie différence. Voilà. Et moi je suis qu'un athlète amateur, et je sais pas si je vais continuer à faire ça, mais la plupart des athlètes professionnels, eux pour le coup, faut se dire qu'ils prennent des compléments tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et donc ça c'est surtout pour les athlètes de l'endurance, mais pour les athlètes qui font de la force, de la puissance,
Il y a énormément aussi de compléments alimentaires à base de protéines, mais pour reconstruire les fibres musculaires qui ont été cassées. Et donc vous mettez tout ça bout à bout, ça fait que entre vos périodes d'effort, vos périodes de récup et vos périodes d'affûtage, de préparation d'événements, de compétition, en fait vous prenez des compléments alimentaires toute l'année. Et c'est peut-être la raison pour laquelle il y a autant d'entreprises qui se lancent sur ce secteur, parce que c'est extrêmement lucratif. Si tu vends ta compote à 3 €, ça devient très très vite très lucratif. Moi j'essaye de faire attention, mais je dépense quand même beaucoup, peut-être trop d'argent là-dedans. Et sans avoir beaucoup de considération pour la santé. Aujourd'hui c'est hyper normalisé, ouais. Et c'est devenu, si vous suivez un peu le sport, vous voyez tout le temps des placements de produits de plus en plus pour des compléments alimentaires. Donc voilà, encore une fois ça pose des questions. Moi je suis pas là pour faire la morale, je suis honnête, j'en prends, donc voilà, j'aimerais bien en prendre peut-être moins et voir pour des substitutions plus naturelles. Et d'ailleurs c'est aussi un marché qui se développe énormément, mais naturel ne veut pas forcément dire vraiment clean quand même, quoi, parce que la marque dont je consomme mes produits, il me semble que c'est quasiment que des produits d'origine naturelle, mais quand même très transformés, donc en fait résolut pas tous les problèmes. Je reviens sur l'article. Une étude publiée en 2023 dans l'American Journal of Preventive Medicine associe une quantité d'aliments ultra transformés les plus élevés à une augmentation de 17% de risque de mortalité lié aux maladies cardiovasculaires et de 16% du risque de mortalité toutes causes confondues. Donc la nourriture ultra transformée, la consommation de nourriture ultra transformée est associée à une accélération du vieillissement de 0,34 années. C'est vraiment pas beaucoup, Est-ce que ça a été beaucoup cité, ça? Parce que, voilà, cité une fois, avec tout. Après, elle est sortie cette année. Bon, on va faire comme si on n'avait pas vraiment vu cette... Il montre aussi un impact sur tous les aspects de la santé, cerveau et os, en passant par le microbiome. Donc, microbiome, c'est genre l'équilibre dans l'estomac, quoi. Et donc, maltodextrine, fructose, L-leucine, citrate de potassium. Bon, tout ça, ça pousse pas aux arbres, clairement. Ça, c'est dans les gels, les gommes énergétiques, sirop de tapioca biologique, et donc mélange pour boisson. Donc ça va être les boissons isotoniques avec maltodextrose. Alors, quid des avantages et des risques? La raison pour laquelle tant d'athlètes comptent pour atteindre la LNV, c'est parce qu'ils fonctionnent. Bah ouais, c'est un peu tout à l'heure, si c'était juste mauvais pour la santé, ça ferait longtemps qu'on aurait arrêté. Mais non, ça marche, et ça marche mieux en mieux, avec des nouvelles technologies, beaucoup de marketing aussi. La taille du marché mondial des produits de gel énergétique était évaluée à environ 0,6 milliards de dollars en 2023 et devrait atteindre 1,1. Paysage concurrentiel, il y en a plein. Et ceux qui ont un petit peu révolutionné aussi le truc, c'est Morten. Moi j'en consomme pas parce que c'est hyper cher, 3,55€ le gel. Et ce qui est très particulier là-dedans, je pense qu'ils le font apparaître, voilà, cette espèce de pâte, des espèces de mini-billes qui sont encore plus facilement assimilables, à l'inverse de pas mal d'autres gels. Peut-être que vous avez essayé des gels plus bas de gamme, qui n'ont pas cette technologie-là, et il y a beaucoup de gens qui les revomissent en fait, parce que c'est trop sucré, la bouche sature. La grande majorité des recherches établissent un lien entre les AUT et une mauvaise santé portée par le régime alimentaire dans son ensemble, et ont impliqué une population de non-sportifs. Ah, ici, pour le coup, on a une étude qui regarde des subélites. Alors, leur définition à eux, c'est d'avoir un rythme cardiaque inférieur à 60 BPM au repos et s'entraîner plus de 6 heures par semaine. Les conclusions. Il y a 4 athlètes sur les 10 qui ont passé plus de 70% du temps avec un taux de glucose dans le sang au-delà de 6 millimoles par litre, et ce, même après les repas. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce truc-là, machin? Donc ça doit être ces 4 athlètes-là qui, en dehors des repas, avaient quand même un taux de glucose dans le sang qui est trop élevé. Ok, ouais, c'est un peu dégueu. Faudrait plus de temps pour regarder dans le détail. Et donc là, pour le coup, c'était des joueurs de basketball, on savait pas. N'avaient pas d'effet négatif notable sur leur performance ni sur leur santé cardiovasculaire. Cependant, un apport élevé a un effet négatif sur leur microbiome. Conséquence dont on ne connaît pas les impacts. À noter qu'enfin, à ce jour, aucune étude ne s'est intéressée spécifiquement aux aliments ultra transformés chez les athlètes d'endurance. Bon bah voilà, si jamais vous voyez cette vidéo en replay et que vous cherchez un sujet de thèse, bah voilà. La consommation sporadique d'aliments ultra transformés dans le contexte de nutrition sportive n'est probablement pas préjudiciable à la santé globale. Bon voilà, faudra quand même retenir en partie ça. Si l'utilisation des AUT pour stimuler vos séances d'entraînement vous aide à améliorer votre condition cardiovasculaire et musculaire globale, cet avantage peut peut-être contrebalancer les caractéristiques désavantageuses de ces produits.
Ouais, ça c'est quand même important. Que là, je suis en train de gratter la petite bête pour voir ce que dit un peu la science et faire des recherches, quoi. Mais en fait, c'est comme faire du sport en ville. On a tendance à dire, on respire les gaz d'échappement, tout ça, c'est vrai. Mais le fait de faire du sport améliorera de toute manière votre condition physique et votre espérance de vie. Même si vous respirez plus de gaz d'échappement. Alors, c'est pas pour autant qu'il faut faire des séances de fractionnés sur le périph'. On a fait une vidéo également, le sujet avec Anatole. C'est 10 mythes sur le sport. Il y a des choses comme ça qui sont un peu des mythes. Faire du sport de toute manière améliorera de vie votre condition physique. Donc même si vous prenez des gels, c'est, j'ai envie de dire, moins grave que si vous ne faites pas de sport. Mais je tiens quand même à le rappeler. Dans la mesure du possible, essayez de trouver des produits moins transformés. Il existe sur le marché des barres qui ne contiennent que des ingrédients entiers, comme les fruits secs et les noix. Ouais, ça aussi j'ai essayé, vous pouvez parfaitement fabriquer vos propres boules, barres et poissons énergétiques. Alors c'est vrai, mais c'est long et ça se conserve mal. D'ailleurs, il y a un des athlètes du collectif climato-sportif, je sais pas, Mathéo, que vous voyez ici au premier plan, fait partie des top athlètes français sur 100 et 200 mètres en ayant une alimentation 100% végétarienne. Ce qui, pour des sports de puissance comme le sprint, est très impressionnant. Que bah évidemment, ils font beaucoup de séances de musculation. Donc lui a pas mal de recettes, qui est d'ailleurs un des co-créateurs, voilà, de l'association. Et il explique comment les recettes qu'il fait et comment il a une alimentation végétarienne. Et ce, au meilleur niveau. Donc, bravo Mathéo.